Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, vous êtes sur le 26 minutes santé Mag Afrique, une émission, votre émission hebdomadaire, votre émission santé, votre bien-être santé, présentée par moi Samar Hamadi, accompagné du docteur Ilyes Hamouk et la fête de Tabaski, Eid el-Kbir, la fête du mouton, plusieurs appellations pour une seule fête et ce qu'il faut éclairer dans ce sujet est justement le côté alimentaire. Ce n'est pas tout le monde qui sait bien s'alimenter, ce n'est pas tout le monde qui mange équilibré, et surtout pendant ce jour on se permet beaucoup de choses. C'est la journée du mouton, de la viande, qui dit viande dit gras, qui dit Eid dit gâteau aussi, dit sucrerie. Donc que faire? Quels conseils donner pour bien s'alimenter plutôt? Déjà, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? D'abord, bonjour docteur Hamouk, vous êtes médecin infectiologue. Bonjour Samar et bonjour à tout le monde. Bonjour docteur, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée d'abord? Que faire? Quels conseils donner pour bien s'alimenter tout en restant équilibré? Alors une alimentation équilibrée ne veut pas dire manger des herbes. C'est très important parce que et ce n'est pas faire un régime. D'accord. Manger équilibré, c'est manger de tout. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Que ce soit même du sucre, de la viande, du sel. Rien n'est interdit. Mais il faudrait qu'il y ait les bonnes proportions. Et c'est quoi les bonnes proportions? C'est environ un quart de protéines, la moitié de fibres et un quart de lipides ou de graisse. D'accord. Donc, un quart de graisse, un quart de protéines et la moitié en fibres. En fibres, c'est-à-dire en végétaux, en légumes, etc. Le reste, on peut avoir des féculents et on peut avoir des protéines et des graisses. C'est ça une alimentation équilibrée. D'accord. Maintenant, l'alimentation pour un sportif, un jeune sportif, c'est pas la même alimentation pour une personne âgée qui est peu active. Évidemment. Un jeune sportif. Il est en train de brûler un sportif. Voilà, il a des dépenses caloriques plus importantes, Exactement. Il a des besoins énergétiques plus importants. Un jeune en pleine croissance, même s'il n'est pas sportif, mais la croissance nécessite beaucoup de calories, beaucoup de nutriments. Donc, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est riche en fibres, riche en légumes, mais rien n'est interdit, sauf que une personne qui fait 100 kilos de muscles ne peut pas consommer la même chose qu'une personne qui fait 100 kilos de gras. Donc, c'est une alimentation qui doit être adaptée selon les profils. Malheureusement, parfois, on ne se rend compte qu'après, que quand c'est trop tard. Donc, à partir du moment où on a déjà trop mangé, que faire pour sauver le reste de la journée, docteur? Alors, déjà, le jeûne, c'est un excellent moyen pour déjà faire reposer son système digestif, pour faire reposer son corps en entier, pour rétablir un peu la paix avec son corps. Le jeûne est très très important. Les personnes qui peuvent faire un jeûne intermittent. Alors je rappelle, un jeûne intermittent, c'est une pratique qui est connue depuis l'Antiquité, qui n'a rien de religieux, qui existe dans la religion, mais qui n'est pas forcément religieuse. Le jeûne intermittent, c'est de passer entre 12 heures et 16 heures par jour sans manger. Ah, dernièrement, beaucoup de gens le pratiquent. Hein. Voilà, ça devient très à la mode parce que ça peut arranger beaucoup de personnes. Ça peut arranger beaucoup de personnes. C'est pendant 12 heures jusqu'à 16 heures par jour. On ne va pas s'alimenter, mais on peut boire de l'eau, bien sûr, des tisanes sans sucre, on peut prendre un café sans sucre, on peut prendre un thé sans sucre, sauf que le sucre, les aliments, il ne faut pas les prendre. Ça permet déjà de réduire les calories et ça permet aussi de faire reposer son système digestif et même le corps, hein, parce que la digestion, elle occupe le corps, on dépense beaucoup
d'énergie dans la digestion. Et quand on laisse se reposer le tube digestif, le corps peut faire autre chose et notamment tuer des cellules cancéreuses. Ça, c'est très important. D'accord. Donc, alors, docteur, encore une fois, ce numéro est consacré à la fête du Tabaski, comme on l'appelle chez la majorité des pays africains, donc la fête de l'Aïd el-Kbir, où les musulmans égorgent le mouton même peut être malade. Et là, nous parlons du kyste hydatique, qui est une zoonose qui touche fréquemment le foie, qui sévit à l'état endémique dans plusieurs pays. Donc, docteur, beaucoup de gens peut-être ignorent ce que c'est que le kyste hydatique. Dites-nous davantage. Alors, déjà, on a parlé brièvement, mais je pense qu'on va revenir sur la consommation de viande pendant l'Aïd el-Kébir. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui consomment, enfin, on va pas dire des personnes, c'est la majorité, qui consomment excessivement de viande pendant les jours de l'Aïd el-Kébir, vu qu'on égorge un mouton, on va le consommer assez rapidement. Donc il y a des erreurs et on va voir ça à la fin pour donner quelques conseils. Maintenant, revenons au kyste hydatique qui est une maladie. Donc c'est pas lié à la consommation excessive de viande, mais c'est lié à un parasite qui peut exister au niveau de la viande de mouton, mais pas que. Parce que alors le kyste hydatique, c'est une pathologie parasitaire. C'est un parasite qu'on appelle le Taenia echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus, c'est un parasite du chien qui touche surtout le chien, mais c'est ce qu'on appelle le mouton, et pas que le mouton, même les autres herbivores comme le bœuf ou même le dromadaire ou le chameau, sont des hôtes intermédiaires. Donc ce sont des hôtes intermédiaires, et l'être humain, c'est un hôte accidentel. L'être humain est un hôte accidentel et l'homme il peut se contaminer soit par la consommation de viscères parasités, notamment du mouton pendant l'Aïd el-Kébir, mais il peut être aussi contaminé avec les déjections du chien. Donc ce n'est pas uniquement lors de l'alimentation. Et ce parasite qui est dans ce qu'on appelle une impasse parasitaire chez l'homme, qui est un hôte accidentel, va mourir chez l'homme, mais il peut constituer une pathologie. C'est des kystes, donc c'est des poches qui sont pleines d'eau, qui peuvent exister le plus souvent au niveau du foie, donc dans 70% environ au niveau du foie, mais ils peuvent exister aussi au niveau des poumons, au niveau de la rate, au niveau du cerveau, au niveau des os. Mais la question, docteur, la question qui se pose, d'abord, plutôt, c'est comment se forme le kyste hydatique? Comment il se forme? Alors, comment ça commence? C'est le parasite qui est ingéré par l'homme, le plus souvent lors des contacts de déjection du chien qui est malade, donc avec la consommation de légumes qui sont souillés par les déjections du chien, soit par la consommation de viscères, donc soit un poumon du mouton qui est atteint, soit le foie du poumon qui est atteint. Et le parasite, il va migrer, soit par la circulation sanguine ou la circulation lymphatique, il va migrer au niveau du corps humain, où il va constituer ce kyste qui est à l'intérieur avec des parasites. Donc quel est l'agent responsable de kyste hydatique? L'agent responsable, c'est un parasite, c'est l'Echinococcus granulosus granulosus. D'accord. C'est un ténia. C'est un genre de ténia, c'est un parasite du chien, qui est transmis accidentellement chez l'homme, et qui va se développer pendant des années. Donc ça commence par le chien, chez le chien plutôt. Oui, parce que c'est le chien qui est l'hôte... Qui est le porteur. Qui est le porteur, qui est l'hôte responsable. Les herbivores sont des hôtes intermédiaires. D'accord. Et l'être humain, c'est un hôte accidenté. D'accord. C'est pour ça que, pour lutter contre le kyste hydatique humain, il faut d'abord lutter contre le kyste hydatique animal, que ce soit chez le chien et surtout dans le bétail, déjà pour surveiller le bétail et surtout on va voir ça dans la prévention, en faisant certains gestes pour éviter la contamination humaine. D'accord, docteur, vous aviez cité l'homme, donc la viande du mouton, un mouton qui a déjà le kyste hydatique, donc dans ce cas, la viande elle est mauvaise, c'est ça. Donc, oui, la viande, alors il y en a qui disent qu'il faut la faire bouillir pendant 30 minutes pour tuer tous les parasites.
mais le geste le plus important, c'est quand on égorge le mouton, parce que là on parle toujours de l'Aïd el-Kébir. Quand on égorge le mouton, on doit vérifier ses viscères. Donc on va vérifier ses poumons surtout et son foie. Et si on trouve des kystes au niveau de ces organes-là, ça veut dire si on les consomme, on peut être contaminé. Donc il faut s'en débarrasser et surtout ne pas les donner chez le chien parce qu'on va contaminer le chien et on va perpétuer le cycle. Donc il faut s'en débarrasser en les enterrant et en mettant de la chaux pour tuer tous les parasites et surtout ne pas les consommer. D'accord. Et comment se fait cette transmission de l'animal à l'homme? Est-ce que c'est à partir du moment où on consomme cette viande? Alors, si on consomme de la viande avec un parasite, donc c'est le ténia, notamment, il y a d'autres parasites digestifs, comme le ténia saginata, le ver solitaire, l'ascaris. C'est des parasites qui se nourrissent, qui sont dans de la viande. Par exemple, la viande de porc, elle est très riche en parasites et en la consommant, ce parasite-là peut survivre au niveau du corps et donner des problèmes de santé. Pour le kystidatique, donc c'est un parasite qui va se développer au niveau du corps et qui ne va pas rester au niveau du tube digestif, il va migrer vers d'autres organes du corps humain, notamment le foie en premier, mais aussi les poumons, parfois le cerveau, parfois les os, et il va se développer pendant des mois, voire des années, pour donner une poche d'eau, donc avec à l'intérieur des parasites. C'est ça le kyste hydatique. D'accord. D'accord. Et comment est-ce que ça comment dirais-je, comment est-ce que l'homme représente ce kyste hydatique? Quels sont les symptômes chez l'homme plutôt? Alors c'est ça le problème, vu que c'est un parasite qui va se développer très lentement, ça prendra des mois, des années. D'accord. Au début, la maladie, elle est asymptomatique, c'est ça? Elle est asymptomatique. Il y a même des personnes qui resteront asymptomatiques toute leur vie. D'accord. Qui font des kystes, et ces kystes-là vont soit se développer très lentement, soit même arrêter d'évoluer, rester comme ça à l'état quiescent et ne pas évoluer. Et l'homme n'a aucun symptôme. Il va vivre avec pendant. Et on peut découvrir ça de manière fortuite. On va faire une radio pour X raisons ou une échographie, et là on tombe sur un kyste sans aucun symptôme. Ça c'est une possibilité. Ça, c'est le plus souvent. Maintenant, les manifestations cliniques apparaissent tardivement. C'est quand il y a un kyste qui est volumineux, donc qui va nous donner des symptômes, ou bien un kyste qui est localisé dans des endroits où il ne peut pas se développer sans bruit. Par exemple, le cerveau. Vous savez bien que le cerveau, il est limité par la boîte crânienne, donc il n'y a pas beaucoup de place. S'il y a une tumeur, donc un genre de kyste ou une tumeur ou n'importe quoi, ça va influer, ça va donner des symptômes. Donc au niveau du cerveau, bien sûr, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des convulsions, selon la taille du kyste. Maintenant, pour le foie, qui est la localisation la plus fréquente, quand on a un kyste qui est important, on peut avoir une petite douleur au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire au niveau de l'hypochondre droit, là où il y a le foie. On peut faire des troubles digestifs, on peut sentir le foie qui est augmenté de volume. Pour le poumon, on peut avoir une douleur thoracique. On peut parfois, quand il y a une rupture du kyste à l'intérieur du poumon, faire des crachats avec un liquide qui est transparent, qui est salé, et ça est dû à la rupture du kyste. Mais la majorité des cas, le kyste peut être là, mais sans aucun symptôme. D'accord. Et quand on dit sans aucun symptôme, est-ce qu'on parle aussi du danger? Est-ce que c'est moins dangereux quand ça n'a pas de symptômes? Alors en général, c'est pas une pathologie très dangereuse, mais elle peut l'être par deux façons. Soit par la localisation, si au niveau du cerveau, tout objet étranger, toute tumeur au niveau du cerveau, ça va faire une pression sur le cerveau et déranger la personne. Ça, c'est quelle que soit l'origine, une tumeur au cerveau. Et le kyste hydatique, c'est une tumeur, c'est une tumeur bénigne. Ça va donner des problèmes. Maintenant, l'autre risque, c'est la rupture du kyste. Le kyste, tant qu'il est fermé, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais un kyste qui est rompu, ça peut libérer de l'eau et les parasites, et ça peut donner une allergie très grave. C'est ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est pour ça que dans le traitement du kyste hydatique, on ne va jamais faire rompre le kyste hydatique, on va l'enlever avec un peu de tissu. On ne va jamais faire rompre un kyste, parce qu'en rompant le kyste, la personne
risque de faire une allergie très très grave et même en mourir. D'accord. Donc, et en parlant de maladies asymptomatiques, nous avons ici avec nous Bill Etoua, qui est spécialiste dans l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais vous poser une question. Bill, qu'en est-il de la technologie en Afrique? Qu'en est-il de son évolution par rapport à la détection de ce genre de maladie, surtout quand c'est un petit peu compliqué? Qu'en est-il du diagnostic? Qu'en est-il de la technologie dans le diagnostic? Bien sûr, en Afrique, on peut citer même votre pays qui est le Burkina Faso. Le Congo. Le Congo, d'accord. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. D'accord. Je tenais d'abord à souligner, il y a une start-up qui travaille dans le traitement d'imagerie, que ça soit des images de toutes sortes et beaucoup plus sur les images médicales. Cette start-up a développé un modèle appelé YOLO, un modèle basé sur le Deep Learning, intelligence artificielle, qui détecte des kystes. Donc, ce modèle utilise des images traitées par les rayons X. Ensuite, il va faire une reconnaissance de l'image pour détecter quelles sont les anomalies qu'il peut trouver au niveau de l'image qu'il va donner. Et pour la plupart des cas, on essaie de prendre des photos radiographiques des parties du corps et de soumettre sur le modèle, et le modèle peut prédire. Et jusqu'à là, le modèle il travaille avec un pourcentage de réussite à 98%, qui est à féliciter pour une start-up africaine qui travaille dans le domaine de santé. Donc il y a des débuts, il y a des prémices comme ça qui peuvent dire que ça va. Oui, parce que ces modèles-là, lorsqu'on travaille avec des modèles qui travaillent sur la médecine, on doit avoir des spécialistes de médecine qui doivent confirmer ce que le modèle, parce que le modèle va prédire, on doit avoir des spécialistes qui doivent être là pour superviser s'il a bien fait la prédiction. Donc on est encore dans les débuts, c'est ça? Oui, parce que c'est d'abord une start-up qui se lance, mais la start-up aussi, elle est déjà, l'OMS a financé, je pense, c'était en 2021, l'OMS a investi une bonne partie pour que cette start-up continue dans ses recherches. D'accord. Donc je reviens vers vous, docteur Ilyes Hamouk. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Cette maladie, comme on vient de le dire, elle est asymptomatique à son début, et parfois, quand vous aviez cité, parfois c'est tout au long de son existence. Donc elle n'est le plus souvent diagnostiquée qu'au stade de complications. Ça veut dire l'apparition de kystes dans les organes. Est-ce que cela nécessite alors une intervention chirurgicale? Si oui, est-ce une lourde ou une simple intervention? Alors ça dépend de beaucoup de choses. C'est une pathologie qui est très complexe parce qu'il y a tellement de manifestations cliniques différentes. Le traitement, ça peut aller de la surveillance. Si le kyste n'est pas très grand, s'il n'évolue pas, s'il n'est pas localisé dans une zone stratégique, on peut juste surveiller. On peut faire des radios une fois par an, une fois chaque 2 ans, juste surveiller, et le patient peut vivre avec son kyste toute sa vie sans aucun problème. Maintenant, il y a d'autres cas où le traitement est obligatoire, et généralement, c'est une décision multidisciplinaire. Donc, selon localisation, ça peut être un pneumologue, ou un gastrologue, ou un neurologue, avec un neurochirurgien ou un chirurgien généraliste ou un chirurgien cardio-thoracique. Donc, ça dépend du lieu c'est-à-dire de la localisation du kyste, de son volume, de ses complications. La chirurgie, elle peut être conservatrice, c'est-à-dire on va enlever juste le kyste en faisant très attention de ne pas le rompre. Ça peut être une chirurgie radicale où on peut enlever tout un lobe du foie ou tout un lobe du poumon, voire tout un poumon, si le poumon est très touché. Donc, ça dépend vraiment, c'est une décision pluridisciplinaire qui dépend de beaucoup de paramètres. Maintenant, le diagnostic, l'examen clé, c'est l'échographie. On peut faire, bien sûr, une radiographie, un scanner, une IRM. La sérologie n'a pas vraiment sa place, elle est parfois négative. Donc, l'imagerie, c'est le plus important. Juste pour parler un peu statistique, parce que nous sommes dans une radio africaine et ça s'appelle Ifriqiya FM. Alors, cette maladie, le kyste hydathique, elle est souvent liée à l'élevage. Donc, dans les zones d'élevage, c'est comme une autre maladie qui est la brucellose. C'est des maladies du cheptel.
Donc, les pays les plus touchés dans le monde sont l'Uruguay, l'Argentine, mais en Afrique, les pays les plus touchés sont les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et le Maroc, parce que c'est des zones d'élevage avec beaucoup d'élevage de moutons. Mais les pays africains les plus touchés, c'est le Kenya. C'est le Kenya qui est le pays le plus touché. C'est pour ça que c'est l'occasion de l'Aïd el-Kébir où les musulmans consomment beaucoup de moutons. C'est une occasion aussi pour faire de la sensibilisation à cette maladie qui est très fréquente dans notre continent. D'accord, donc vous aviez cité le Kenya, docteur. Vous aviez dit que le kyste hydatique sévit plutôt au Kenya le plus. Pourquoi cette concentration? Ça, je ne peux pas vous dire. Le Kenya, c'est un pays qui est connu pour son cheptel, pour l'élevage. Comme d'autres pays, par exemple le Soudan. Ça pourrait être un facteur. Comme le Soudan, par exemple, c'est un facteur. Les pays du Maghreb sont connus par l'élevage du mouton, parce que on est un grand consommateur de moutons, comme l'Australie, par exemple. Mais c'est toujours lié à la médecine vétérinaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un relâchement dans la lutte contre ces pathologies du cheptel, à chaque fois, on a une reprise de ce genre de maladie. Et le Kenya a connu des problèmes dans la lutte contre le kyste hydatique, c'est pour ça qu'elle est première en Afrique. D'accord, donc mis à part le Kenya, donc est-ce que le kyste hydatique sévit dans notre continent? Est-ce que le kyste hydatique constitue un problème de santé publique, docteur? Un problème de santé publique, on ne peut pas dire jusqu'à c'est-à-dire à ce problème-là, mais ça sévit quand même dans certains pays, notamment la Tunisie et le Maroc, qui enregistrent des chiffres records. Donc il faudrait vraiment revenir à la lutte contre cette maladie et notamment avoir une lutte combinée, une lutte collective en Afrique. Ce n'est pas une maladie africaine uniquement, ça existe notamment en Amérique du Sud. D'accord. Mais il faudrait quand même faire de la prévention contre ces maladies dans notre continent. D'accord. Donc docteur, j'en ai lu que la maladie, bon bien sûr on a cité la maladie existe chez l'homme, donc chez l'homme la maladie peut être sévère occasionnellement, je l'ai lu, donc peut être sévère occasionnellement, mortelle et son traitement se révèle lent et coûteux. Corrigez-moi docteur sur cette information. Oui, parce que si on a un kyste hydatique au niveau du cerveau, si on ne traite pas, ça peut tuer. D'accord. Et un kyste hydatique, j'ai dit, quand ça se rompt, ça peut donner une allergie très sévère, un choc anaphylactique, voire le décès. D'accord. Donc, c'est pas une maladie à sous-estimer. C'est une maladie qui touche 2 à 3 millions de personnes chaque année. D'accord. Et qui coûte environ 200 millions de dollars dans le monde à chaque année. Quand même. Donc, c'est pas une maladie à sous-estimer. C'est pas un problème de santé publique comme le paludisme, le VIH, la tuberculose. Mais ça reste quand même un problème sérieux qui donne beaucoup de défis. D'accord. Donc, docteur, j'ai lu aussi qu'il est déconseillé d'abandonner dans la nature les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d'eau et ne jamais les donner à des chiens car ils constituent, des chiens ou des animaux, car ils constituent le réservoir du parasite. Ce qui fait que le parasite vit aussi après être séparé du corps, c'est-à-dire après la mort du mouton. Bien sûr, le parasite va survivre au niveau du milieu extérieur et c'est pour ça que il y a des stratégies nationales par rapport au kyste hydatique. Surtout chez nous, par exemple en Algérie, on a des spots publicitaires à chaque fois qu'il y a l'Aïd el-Kébir pour sensibiliser les gens par rapport aux viscères, ne pas les donner aux chiens, ne pas les laisser à l'air libre. Il faut les enterrer avec de la chaux pour éliminer les parasites, pour rompre ce cycle parasitaire. Ne pas les consommer. Il faut bien vérifier les viscères quand on égorge le mouton. Il faut bien vérifier les viscères pour voir est-ce qu'ils sont touchés, s'ils ne sont pas touchés. S'ils sont touchés, il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser pour casser le cycle qui est constitué par le chien et par le mouton et aussi l'homme à la fin. D'accord, donc on revient pour en finir à notre sujet principal qui est comment bien s'alimenter, ou bien c'est quoi ou qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, surtout à l'approche du mois du jour de l'Aïd al-Adha ou bien de la fête de Tabaski. Donc docteur, quel conseil donner à la fin, un rappel des habitudes à adopter, surtout pour les amoureux et les gourmands et les personnes gourmandes? Alors, je veux dire les amoureux de la viande. Oui, c'est normal de consommer beaucoup de viande le jour de l'Aïd. Déjà, on se fait plaisir. Et puis, c'est une fête, ça reste une fête. Et là où il y a une fête, les gens profitent, ils sont gourmands, ils abusent. On se permet, oui. Sauf que, voilà, on se permet, c'est normal, c'est la fête. C'est la fête. Voilà.
mais ce serait bien aussi de suivre quelques conseils. Et pendant l'Aïd el-Kébir, on sait très bien que dans la religion musulmane, il faut donner une quantité pour les personnes qui nécessitent, donc des personnes qui n'arrivent pas à faire le sacrifice du mouton. Donc, on n'est pas obligé de consommer tout le mouton. Il faut offrir une partie pour les gens nécessiteux. Donc, comme ça, on va limiter notre consommation de viande. On n'est pas obligé de consommer le mouton en 1 ou 2 ou 3 jours. On peut le consommer pendant 10 jours, 15 jours, manger petit à petit et ne pas prendre des kilos de viande chaque jour. Deuxièmement, il faut essayer de manger de la viande maigre. Donc, en se débarrassant un peu de la graisse, parce que la viande du mouton, c'est une viande qui est très grasse, contrairement à la viande du bœuf ou la viande du chameau. Donc, et ne pas hésiter à enlever le surplus de gras pour consommer la viande. Éviter aussi de mettre de l'huile avec la viande, c'est-à-dire de frire la viande, etc. Essayez vraiment de faire un barbecue ou faire, c'est-à-dire plutôt griller la viande. Comme ça, elle devient un peu moins grasse. Voilà. Faut faire attention à la consommation de sel, parce que plus on mange la viande, plus on a tendance à la saler. Et un surplus de sel, c'est pas bon pour la santé. Généralement, elle est accompagnée des frites et d'autres... Voilà, et avec une hypertendue. Maintenant, consommer de la viande, ça fait partie du jeu pendant la fête. Essayez de consommer la viande, pas avec des frites, pas avec du pain, voilà, pour s'équilibrer, justement. Des boissons sucrées, plutôt avec des légumes, de la salade. Voilà. Des légumes, peu importe le légume, courgettes, carottes, concombres, etc. Comme ça, on peut avoir un certain équilibre. Et donc, faut pas associer à la fois la viande avec du pain, avec des frites, avec des pâtes, etc. Essayez au moins de consommer de la viande avec des légumes. Comme ça, on peut avoir un régime plus ou moins équilibré. Et il faut offrir. Faut pas hésiter à offrir, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sacrifier le mouton, qui ne mangent pas de la viande souvent. Donc, faire un geste et offrir. Comme ça, on diminue notre consommation de viande et on fait plaisir aux autres. Alors optez pour une alimentation équilibrée, suivez les conseils de notre docteur, médecin infectiologue, le docteur Ilyas Ramouk. Merci docteur, vous êtes médecin infectiologue, je rappelle. Merci. Aujourd'hui, donc, vous nous aviez parlé des bonnes habitudes alimentaires, surtout avec la fête de l'Aïd, et aussi d'un problème de santé qui peut toucher le mouton, le fistidatique. D'ici là, prenez soin de votre santé, de votre communauté. Au plaisir de vous retrouver. Je vais vous dire Aïd Adha Mubarak à tous les musulmans de l'Afrique et du monde.